Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Saïd Mohamed Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que la situation là-bas doit être très tendue, car les États-Unis semblent être à quelques instants d'une attaque réelle contre l'Iran. J'espérais que vous pourriez clarifier ou expliquer comment vous percevez cette situation, car pour moi, il semble que Trump veuille infliger à l'Iran ce qu'il appelle une attaque du nez ensanglanté, c'est-à-dire une frappe limitée pour bombarder l'Iran, puis, à la fin de la journée, proposer d'arrêter à condition que l'Iran ne riposte pas. Cependant, il semble aussi très difficile pour l'Iran de ne pas riposter. Sinon, sa capacité de dissuasion ne vaudrait plus rien, et les Américains reviendraient probablement pour d'autres bombardements. Et en effet, c'est ce qu'a indiqué votre ministre des Affaires étrangères. Il a écrit sur Twitter que les forces armées iraniennes étaient prêtes, je cite, « le doigt sur la gâchette » et qu'elles répondraient à toute agression. Il a même mis « toute » en gras, ce qui, encore une fois, peut-être que je surinterprète, mais pour moi, c'était essentiellement un avertissement contre toute ambition de ce genre ou une soi-disant attaque préventive. Mais cela signifie néanmoins que Trump se retrouve davantage acculé. Il se vantait, rassemblant cette force militaire très puissante dans la région. Cependant, étant donné que cela constituerait probablement une grave erreur stratégique, voire un désastre en préparation, il reste peut-être encore un espoir de revirement. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce sera le cas, mais je me demandais si vous pouviez partager votre point de vue sur ce que vous voyez se passer maintenant ou sur ce que vous attendez. Voyez-vous les choses sous un angle similaire? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un grand plaisir. Il est assez clair pour les Iraniens que ce que nous voyons aujourd'hui est une extension de la guerre de 12 jours. Dans cette guerre, le régime israélien et l'administration Trump ont collaboré pour affaiblir l'Iran et ils ont échoué. Les émeutes et les attentats que nous avons vus il y a quelques semaines, les 8 et 9 janvier, en étaient une prolongation. Nous avons même vu comment le secrétaire américain au Trésor l'a reconnu à Davos. Il s'en est vanté. Il a dit que c'était de la diplomatie d'État, qu'il avait réussi à manipuler la monnaie iranienne et à faire descendre les gens dans la rue. Or, lorsque les gens sont descendus dans la rue, c'était pacifique. Il ne s'est rien passé. Puis, le troisième jour, nous avons vu ces groupes très bien entraînés, des terroristes et des émeutiers, apparaître dans différentes villes et dans divers quartiers de grandes villes, descendre dans les rues et provoquer des destructions. Les 8 et 9 janvier, ils ont tué un grand nombre de personnes, surtout le 8. Ils ont tué de nombreux policiers. Et c'est pourquoi le 9, la police armée et les forces de sécurité ont réagi avec une extrême fermeté et ont mis fin à tout cela. C'était donc une opération qui a coûté la vie à environ 350 policiers. Ils ont également tué de nombreux civils, car ils voulaient que le nombre de victimes augmente afin de justifier une guerre. Et après cela, nous avons vu, bien sûr, les Israéliens en assumer la responsabilité. Ils ont fièrement revendiqué la responsabilité. Les médias occidentaux prétendent qu'ils ne l'ont pas fait. Ils les qualifient de manifestants pacifiques, alors que les images montrent clairement qu'ils tirent et tuent des policiers, les battent à mort, et ainsi de suite. Mais les Israéliens, je veux dire Pompeo, l'ancien chef de la CIA, a dit que les Israéliens étaient là. Le Mossad a publié un communiqué affirmant qu'ils étaient impliqués. Et la chaîne 14 d'Israël, proche de Netanyahou, a déclaré très clairement que les armes introduites en Iran avaient causé la mort de centaines de policiers iraniens. Alors imaginez si quelque chose de ce genre se produisait dans votre pays, aux États-Unis. Quelle serait la réaction de l'État?
Donc cette campagne médiatique que nous avons vue ensuite, des conservateurs aux libéraux, du Guardian à Fox News, des pires néoconservateurs comme Levin, aux soi-disant progressistes comme AOC, ils parlent tous d'aider l'Iran. Et bien sûr, nous savons ce que cela signifie. C'était donc évidemment un projet, une extension de cette guerre qui a échoué. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est encourager Trump, ou pousser Trump, selon la manière dont on le voit, vers une confrontation avec l'Iran. Et bien sûr, les intentions ne cessent de changer, car un jour il s'agit des manifestants, et Trump lui-même admet que les deux camps tiraient. Ensuite, il s'agit du programme nucléaire, qui aurait apparemment été détruit il y a quelques mois par Trump, anéanti, je crois que c'était le mot. Et donc c'est constant, il n'arrête pas d'en parler. Puis les États-Unis envoient des messages à l'Iran, disant qu'il faut abandonner le programme de missiles, qu'il faut cesser le soutien aux organisations et alliés régionaux, et qu'il faut, bien sûr, mettre fin au programme nucléaire pacifique. Nous recevons des messages contradictoires de la part des États-Unis, mais la réponse iranienne a été claire. Toute attaque contre l'Iran sera considérée comme une guerre totale et la riposte iranienne sera écrasante. Je pense que Trump s'est enfermé dans une impasse. Comme tu l'as dit, c'est une très bonne façon de le formuler. Trump est arrivé en bombant le torse, et maintenant il doit soit reculer, soit attaquer. S'il attaque, la riposte sera massive, et elle ne visera pas seulement les bases américaines, elle visera les intérêts américains dans toute la région. Ces dictatures arabes, ces dictatures familiales, ou même la dictature d'Aliyev en Azerbaïdjan, toutes ont été complices. Elles ont accueilli des bases américaines ou aidé les Israéliens pendant la guerre de 12 jours. Toutes, par conséquent, seront punies. Le pétrole et le gaz de la région du Golfe Persique seront perturbés pendant très très longtemps. Le Caucase, le Golfe Persique, la mer Rouge. Et cela ferait bien sûr s'effondrer l'économie mondiale. Une guerre avec l'Iran serait donc inabordable pour tout le monde et elle provoquerait l'effondrement de l'économie américaine. Maintenant, certains aux États-Unis affirment que le pays est énergétiquement indépendant. Ce n'est pas vraiment pertinent, car les entreprises et les sociétés qui produisent du pétrole et du gaz aux États-Unis peuvent certes gagner beaucoup d'argent en raison de la flambée des prix du pétrole ou du gaz. Mais pour les consommateurs, les usines, les entreprises, les particuliers, les familles, ce serait catastrophique pour tous, car ils devraient payer beaucoup plus cher leur énergie. Et cela n'est tout simplement pas durable. L'économie américaine s'effondrerait donc. Et cela se produirait à un moment où l'économie américaine est déjà dans une situation très très difficile, comme on le voit avec l'or et l'argent, et d'après ce qu'il me semble et ce que les gens disent à propos de l'avenir de l'économie. Cela ne ferait qu'ajouter encore plus d'huile sur le feu. Donc, la chose intelligente à faire pour Trump serait de reculer et de mettre fin à cela pacifiquement. Peut-être, comme dans le cas du Yémen, il peut capituler mais dire qu'il a gagné. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant la guerre au Yémen, comme on s'en souvient. Il a lancé la guerre, lui et son secrétaire à la guerre, comme il aime s'appeler, ont attaqué en disant « nous allons détruire les Houthis », comme on les appelle, ou Ansar Allah pour être plus précis. Et après un mois, il a déclaré la victoire et s'est retiré, même s'il avait été vaincu. Et il n'a rien gagné. Alors peut-être que Trump dira simplement « Eh bien, j'ai obtenu des concessions de l'Iran et j'ai gagné », ce qui évidemment signifierait qu'il a été vaincu. Mais ce serait la chose intelligente à faire. Ou bien il estimera qu'il doit agir. Même une petite attaque, Glenn, même une petite attaque symbolique, entraînera une réponse très sévère. Et la raison est claire. Les Iraniens ne vont pas permettre aux États-Unis de créer un environnement où tous les 6 mois,
ils peuvent organiser un événement en Iran. Ils peuvent formuler une accusation, provoquer une sorte d'insurrection armée dans une région ou un territoire, puis s'en servir comme prétexte pour créer une nouvelle crise. Alors les Iraniens disent, nous mettons fin à cela ici. Eh bien, ce n'est un secret pour personne que les Israéliens font pression sur les États-Unis pour qu'ils frappent à nouveau l'Iran. D'un autre côté, il semble aussi qu'Israël préfère rester en retrait. En d'autres termes, ne pas être la cible d'éventuelles représailles iraniennes. Mais comment pensez-vous? Encore une fois, vous ne représentez pas le gouvernement iranien, vous êtes un universitaire. Comment pensez-vous que le gouvernement iranien réagirait, d'après ce que vous savez? Viserait-il une cible américaine, toutes les cibles américaines, Israël ou d'autres pays alliés? Parce que j'ai vu que je crois que c'était l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle ne permettrait pas l'utilisation de son espace aérien. Il semble donc que certains pays mesurent la gravité de la situation et préfèrent rester à l'écart. Eh bien, de plus en plus, des pays comme l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar s'inquiètent du régime israélien. Et je pense que même le gouvernement turc, au fond, reconnaît que ce qu'il a fait à la Syrie l'a maintenant rendu très vulnérable. Mais au final, Glenn, nous devons d'abord examiner un point et en discuter avant que je puisse répondre à cette question. L'Iran et le régime israélien ont mené une guerre de 12 jours. Bien que les Américains et les Israéliens aient conspiré, des moyens régionaux dans le Golfe Persique et en Turquie ont été utilisés, les systèmes radars, tout l'Occident soutenait le régime israélien, ils les ont soutenus. Ils ont perdu malgré l'attaque éclair. Nous le savons tous. Après quelques jours, la situation s'est inversée et les Israéliens cherchaient un cessez-le-feu, ce qui est bien connu, sauf dans les cercles de propagande. Mais même Steve Bannon l'a souligné. Les capacités de l'Iran face au régime israélien sont bien supérieures à celles du régime israélien face à l'Iran. La guerre de 12 jours l'a démontré. Les capacités militaires de l'Iran ne sont pas centrées sur Israël. Elles sont centrées sur les États-Unis. Pourquoi? Parce que depuis que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et l'Irak pendant le moment unipolaire, encerclant l'Iran, et depuis que les dirigeants américains, y compris Bush, Obama, Clinton et Hillary, ont commencé à dire « toutes les options sont sur la table » et que des responsables affirmaient « les vrais hommes vont à Téhéran », l'Iran a commencé à se préparer à une guerre contre les États-Unis. Iran began to prepare itself for war with the United States. So most of the underground missile and drone La plupart des bases souterraines de missiles et de drones en Iran sont équipées de drones et de missiles à courte et moyenne portée dirigés vers le Golfe Persique, l'océan Indien, le Golfe d'Oman et l'autre rive du Golfe Persique, la péninsule arabique. Cette capacité, cette puissance, y compris les capacités sous-marines de l'Iran, est bien supérieure à ce que l'Iran peut utiliser contre le régime israélien. Ainsi, en cas d'attaque, l'Iran peut non seulement fermer le détroit d'Ormuz, mais aussi détruire des navires des deux côtés de celui-ci. Et cela peut détruire les actifs énergétiques. En plus de cela, ses alliés en Irak peuvent interrompre le commerce du pétrole, et ils peuvent traiter avec les États-Unis en Irak et dans les territoires environnants. Il en va de même pour le Yémen. Le Yémen aujourd'hui est bien plus fort qu'il ne l'était il y a quelques mois. Ils se sont préparés. Ils peuvent bloquer la mer Rouge et toute exportation de pétrole et de gaz par la mer Rouge ou l'océan Indien. Et l'Azerbaïdjan et Aliyev, qui ont aidé les Israéliens pendant la guerre de 12 jours, pensent que leur production de pétrole et de gaz peut être interrompue très facilement. Ainsi, les véritables capacités de l'Iran sont concentrées sur la région du Golfe Persique, et elles sont considérables.
La région du Golfe Persique est extrêmement vulnérable. Il n'y a rien que les Américains puissent faire pour protéger leurs intérêts là-bas. Tous les régimes du Golfe Persique, ces dictatures familiales, sont complices car ils accueillent des bases américaines. Ainsi, une guerre, sans aucun doute, entre l'Iran et les États-Unis conduirait à l'effondrement de l'économie mondiale. À présent, le régime israélien, d'après ce que nous entendons, ne veut pas être impliqué, car il est extrêmement vulnérable. Nous avons vu pendant la guerre de 12 jours qu'ils ont échoué. Et non seulement les capacités de missiles de l'Iran se sont considérablement renforcées, mais ses défenses aériennes, notamment en ce qui concerne les drones, ont également été consolidées. Les Israéliens n'ont pas réussi à rattraper leur retard. Ainsi, l'avantage aujourd'hui est bien plus grand pour l'Iran qu'il ne l'était à l'époque. Ce que le régime israélien et les sionistes veulent, c'est que les Américains se sacrifient pour les Israéliens. Les personnes qui entourent Trump, celles du Congrès et du Sénat, sont des partisans d'Israël avant tout. Ils sacrifieront les intérêts des États-Unis au profit de ceux d'Israël. Il y a donc de fortes chances que malgré le fait que cela serait catastrophique pour les États-Unis, ils finissent par le faire, car ils agissent au nom d'Israël. En réalité, si l'on revient sur le cas de l'assassinat du général Soleimani, cela s'est également produit. Au départ, le général Soleimani devait être tué lors d'une opération conjointe entre les Israéliens et les Américains. Mais à la toute dernière minute, Netanyahou s'est retiré. Et je pense que c'était l'intention depuis le début. Les drones américains, bien sûr, ont décollé du Qatar et ont tué le général Soleimani. Quelque chose que les Iraniens ne sont pas prêts d'oublier. Donc, le Qatar, les Émirats et d'autres, Aliyev et l'Azerbaïdjan, si les États-Unis attaquent, il ferait mieux d'être, disons, prêts à faire leurs bagages. Mais je pense que c'était l'intention d'Israël depuis le début, avec le général Soleimani, pousser Trump vers une confrontation avec l'Iran, sans toutefois s'impliquer. Il est tout à fait possible que ce soit ce que nous voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si Trump va attaquer, car même si je ne le considère pas comme totalement sain d'esprit, je ne pense pas non plus qu'il soit complètement fou, mais j'ignore quelles informations on lui transmet. Je pense qu'il espérait peut-être que, s'il faisait venir ce qu'il appelle une armada, l'Iran serait intimidé et finirait d'une manière ou d'une autre par capituler. Il n'y a pas la moindre chance que cela arrive. Peut-être a-t-il ensuite pensé qu'il pourrait s'en tirer, puisqu'il a envoyé des messages à l'Iran disant « D'accord, laissez-moi frapper, puis vous pourrez faire une riposte symbolique et tout sera terminé. » L'Iran a dit « Non, nous ne jouons pas à ce jeu-là, parce que comme je l'ai dit, c'est une violation de la souveraineté iranienne. C'est un acte de guerre. » Mais plus important encore, cela laisse la porte ouverte à une nouvelle vague de terrorisme en Iran, tout en prétendant qu'il s'agit de manifestants pacifiques. Et les médias occidentaux, obéissant envers le pouvoir, ne feront que répéter les absurdités que Trump et la Maison-Blanche veulent qu'ils répètent. Ensuite, nous aurons une nouvelle série de frappes aériennes, et on ne peut pas retrouver la normalité de cette façon. Alors les Iraniens disent « Tout s'arrête ici. Soit vous reculez et vous partez, soit vous déclenchez quelque chose et vous en payez le prix. » Et je pense que dans les deux cas, les États-Unis perdent. Mais si elle déclenche un conflit, elle perdra bien davantage. Et je pense que les choses vont très mal tourner. Souvenez-vous, les Iraniens connaissent très bien les États-Unis. Les États-Unis ne comprennent pas l'Iran, tout simplement pas. Le général Soleimani a un jour déclaré « Nous sommes la nation de l'imam Hussein ». Je ne pense pas que les États-Unis comprennent même ce que cela signifie. Mais les Iraniens, eux, connaissent les États-Unis. Ils les observent. Ils savent que l'économie américaine va mal. Ils savent à quel point Trump est en difficulté dans les sondages. Ils connaissent les divisions du pays.
Ils savent qu'il existe un groupe dur appelé MAGA qui soutiendra Trump quoi qu'il arrive. Apparemment, peu importe ce qu'Epstein a fait, qui était son ami, qui était avec lui, ou qui dans tout ce cercle autour d'Epstein était impliqué, ils fermeront les yeux. On peut tirer une balle en plein visage d'une femme blanche. On peut assassiner des infirmières qui aidaient des anciens combattants. Toutes les choses dont le mouvement MAGA parlait autrefois, les guerres sans fin et tout le reste, tout cela a été abandonné. MAGA suivra le chef de culte où qu'il aille. Mais si le prix de l'essence s'envole et que les usines ferment, les premiers à pourchasser Trump avec leurs armes seront les mêmes qui disaient au passage que l'infirmière assassinée n'aurait pas dû porter d'armes. Ces mêmes personnes chercheront à atteindre Trump, et il se peut qu'elles soient armées. Ainsi, tout le monde se retournera contre Trump lorsque l'économie s'effondrera, car on le tiendra pour responsable. Les Iraniens le comprennent. Et c'est pourquoi leur priorité ne sera pas quelques bases militaires américaines. Ils les frapperont. Ils frapperont des cibles militaires. Mais lorsqu'ils disent que les intérêts américains dans toute la région sont des cibles, ils envoient un message à Trump. Sa présidence prendra fin s'il déclenche une guerre. Je pense qu'un grand nombre d'alliés régionaux de l'Amérique reconnaissent qu'ils sont un peu exposés. Mais une partie du problème, selon moi, vient de ce changement dans l'ordre mondial, ou du moins dans la répartition du pouvoir. Pendant le moment unipolaire, dans les années 1990, l'Amérique était la seule puissance en jeu, et tout le monde reconnaissait plus ou moins que si l'on était allié aux États-Unis, c'était essentiellement sa seule source de sécurité. Oui, c'était la puissance centrale. Cependant, à mesure que le pouvoir mondial se déplace vers un système multipolaire, nous voyons les choses très différemment. Au lieu qu'une alliance avec les États-Unis soit une source de stabilité, nous voyons désormais les États-Unis devenir plus imprudents. Je ne suis pas sûr du nombre de pays que Trump a bombardés à ce jour. Mais en même temps, les États-Unis deviennent de moins en moins capables de défendre leurs alliés. Et parfois même, de plus en plus souvent récemment, ils se retournent contre eux. Cela laisse donc les alliés très exposés. Ainsi, pour des pays comme le Qatar ou d'autres qui ont lié leur sécurité d'aussi près aux États-Unis, ils se retrouvent maintenant dans une position très délicate. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour modifier leur position. Cependant, lorsqu'il s'agit d'évaluer la possible réponse iranienne ici, dans quelle mesure l'Iran considérerait-il cela comme une menace existentielle, comme un indicateur de la manière dont il se battrait? Parce que le professeur John Mearsheimer a récemment déclaré que l'objectif des États-Unis en Iran serait un changement de régime. Il a également souligné qu'il n'existe aucun régime de remplacement, aucune opposition unifiée à qui il pourrait réellement remettre le pouvoir. Ce qui signifie que ce qu'il recherche, en fin de compte, c'est un changement de régime suivi de la destruction du pays, le morceler, créer essentiellement le chaos, puis régner sur ce chaos. Ce genre d'idée influence-t-il les intentions de l'Iran et dans quelle mesure celui-ci réagirait-il réellement à une attaque? Oui, je pense que pour les Iraniens, il est clair que l'objectif est de balkaniser l'Iran et que le régime israélien le souhaite plus que quiconque. Exactement comme ce qu'ils ont fait à la Syrie au cours de la dernière décennie et demie, ils ont réussi à dévaster et à balkaniser le pays. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de centre. En fait, l'un des aspects intéressants de la Syrie, Glenn, c'est que le Hezbollah a aujourd'hui plus de facilité à se réarmer qu'il n'en avait sous Assad. Car sous Assad, il devenait de moins en moins coopératif. Mais maintenant, il suffit de payer un peu d'argent pour faire n'importe quoi en Syrie.
Voilà à quel point la situation est grave. Voilà donc l'objectif. Et les États-Unis ne feront rien qui aille à l'encontre des intérêts israéliens. Et les émeutes et ces émeutiers en Iran étaient comme Daesh. Ils étaient horribles. Ils abattaient des gens dans les rues. Ils ont brûlé vives 15 personnes. Ils ont décapité des gens. Ils ont écrasé des visages. Ils ont incendié des cliniques hospitalières. Ils ont brûlé des centaines d'ambulances, de camions de pompiers, de bus publics et de véhicules privés. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait en si peu de temps. Mais les groupes derrière tout cela, les monarchistes, n'ont aucun soutien populaire. Lorsqu'ils ont quitté le pays, ils ont volé des milliards de dollars. Et maintenant, ils demandent aux États-Unis et aux Israéliens de bombarder leur propre pays. Est-ce que quelqu'un de sensé pense qu'ils vont bénéficier d'un soutien populaire ou le culte terroriste des Moudjahidines du peuple mec? Ils ont combattu pour Saddam Hussein comme soldats contre leur propre pays dans les années 1980. Quelqu'un pense-t-il que ces traîtres vont être populaires? Ou les groupes terroristes kurdes, les séparatistes? Ou encore les membres de l'État islamique et les takfiri wahhabites au Baloutchistan, les restes de l'État islamique? Ce sont ces groupes qui étaient impliqués. Quelqu'un pense-t-il que l'un de ces groupes puisse gouverner, diriger ou bénéficier d'un quelconque soutien populaire? Le but est de faire tomber l'Iran, ce qui n'arrivera pas, mais les Iraniens en sont conscients. Mais en plus de cela, ce à quoi je faisais allusion plus tôt, c'est le fait que les États-Unis veulent garder cette épée suspendue au-dessus de l'Iran. Ainsi, s'ils peuvent bombarder l'Iran, même par une frappe symbolique, cela leur donnerait la possibilité d'utiliser à nouveau cette épée 6 mois plus tard. Cela empêcherait toujours l'économie iranienne de se normaliser et maintiendrait la pression sur les Iraniens ordinaires. Nous avons vu comment le secrétaire américain au Trésor, à Davos, se vantait de faire souffrir les Iraniens ordinaires, de leur infliger des difficultés. Alors les Iraniens ont dit: « Vous savez, ça suffit. Si Trump frappe, nous considérons cela comme un combat existentiel et nous mènerons cette guerre comme une guerre pour notre existence et notre survie. » Eh bien, j'ai regardé toute la journée sur les écrans ici, les différents types de matériel militaire américain se déployant dans la région, allant des navires de guerre aux vols de transport, ravitailleurs, tout cela. Donc encore une fois, Trump accumule un élan considérable, ce qui rend très difficile de se retirer sans agir. Il a formulé certaines exigences que l'Iran pourrait négocier, mais le gouvernement iranien a déclaré qu'il était toujours disposé à s'asseoir et à discuter, simplement pas tant que l'armée américaine est là, braquant ses armes sur l'Iran. Mais d'après les médias américains, il semble que l'accord souhaité par les États-Unis exigerait l'arrêt de l'enrichissement nucléaire, ce qui représenterait un lourd impact économique pour l'Iran, tout en limitant les missiles balistiques à longue portée et en coupant ses liens avec ses alliés régionaux. Cela pourrait laisser l'Iran très vulnérable à une future attaque. Pensez-vous qu'il y ait quoi que ce soit à négocier dans ces conditions, ou cela est-il essentiellement perçu comme une étape vers un changement de régime de toute façon? Je veux dire, comment le gouvernement iranien perçoit-il la possibilité de parvenir à un accord avec les États-Unis? Eh bien, renoncer à l'enrichissement nucléaire, aux capacités de missiles ou aux alliances est tout simplement hors de question. Quant à un accord, nous en avions un, le JCPOA. En réalité, nous n'en étions pas satisfaits. Et s'il doit y avoir un autre accord à un moment donné dans l'avenir, il ne sera pas comme celui-là. Il devra être meilleur pour l'Iran. Maintenant, comment Trump va se sortir de la position dans laquelle il s'est enfermé?
Je n'en ai aucune idée. Soit il frappe et nous avons une guerre totale. Comme je l'ai dit, peu importe le type de frappe, ce sera une guerre existentielle pour les Iraniens. Soit il déclare la victoire, comme il l'a fait avec le Yémen, et se retire. Il pourrait y avoir un accord pour discuter d'un accord sur le programme nucléaire, mais pas un accord dans lequel les Iraniens renonceraient à leur souveraineté ou au droit d'enrichir de l'uranium. Il existe des moyens créatifs de faire les choses, et Trump, bien sûr, il peut facilement mentir et convaincre les partisans de MAGA qu'il a gagné, même s'il n'a en réalité rien obtenu. C'est une possibilité, mais les Iraniens ne comptent pas là-dessus. Les Iraniens sont prêts à la guerre, prêts à une guerre totale. Et s'il y a guerre, je pense que certains pays de la région du Golfe Persique cesseront d'exister, du moins sous leur direction actuelle. Mais il est possible que Trump se retire, car c'est ce qu'il a fait au Yémen. Il déclare toujours la victoire, même lorsqu'il est évident qu'il a dû reculer, dans le cas, disons, de la guerre commerciale avec la Chine, ou même avec le Groenland. Dans de nombreux cas, il a dit une chose, puis a fait quelque chose de tout à fait différent. Dans le cas du Yémen, comme je l'ai mentionné, cela pourrait aussi être quelque chose de ce genre. Je suis sûr que les Iraniens seraient disposés à le laisser se sortir de cette impasse, d'une manière qui lui permette de prétendre qu'il a obtenu quelque chose. Mais les Iraniens ne vont rien lui accorder qui violerait leur souveraineté. L'Iran n'est pas ce genre de pays. L'Iran n'est pas, vous savez, la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. C'est un pays d'un autre type, farouchement indépendant. Et il résiste aux États-Unis depuis près de 5 décennies maintenant. Donc cela continuera ainsi. Cette fois cependant, Glenn, je pense que ce sera décisif. Si les États-Unis reculent pour une raison quelconque et déclarent la victoire, ils peuvent le faire. S'ils reculent, c'est une défaite majeure après toutes ces menaces. Mais s'ils s'engagent dans une guerre, ce sera une tragédie pour le monde. Les États-Unis seront vaincus et par conséquent, l'Iran remportera la guerre. Mais cela changera ta vie, cela changera ma vie, cela changera la vie des gens à l'extrémité sud de l'Amérique latine, dans les régions méridionales de l'Afrique, ainsi que dans les parties orientales et occidentales de l'Asie. Cela changera la vie de tout le monde, car s'il y a une crise énergétique, le monde changera. Donc s'il y a aujourd'hui des appels de Washington à Téhéran avec une proposition du genre « Écoutez, nous allons abandonner cela, mais nous devons larguer quelques bombes pour ne pas perdre la face », cela ne sera pas acceptable pour les Iraniens. Non, zéro, rien, pas du tout. La contre-attaque de l'Iran sera massive et ils l'ont déjà annoncé. La seule chose à faire pour les États-Unis, c'est de se retirer et de faire semblant d'avoir obtenu quelque chose, alors qu'en réalité, ils n'ont rien obtenu. Mais c'est la seule option qui reste à Trump. Le reste, c'est la guerre. Et nous ne voulons pas de guerre. Nous l'avons dit, le ministre des Affaires étrangères l'a dit, d'autres l'ont dit. Nous sommes prêts à négocier. Nous avons toujours été prêts à négocier, mais renoncer à une partie de notre souveraineté, à notre soutien à la cause palestinienne ou à nos capacités de défense est tout simplement hors de question. Trump s'est donc placé dans une situation très, très dangereuse. S'il y a la guerre dans cette région, Glenn, elle aura des conséquences bien plus graves pour le monde que l'Ukraine. Eh bien, si quelqu'un devait changer de position, je suppose que Trump serait le président idéal. C'est un artiste du baratin, donc il pourrait facilement détourner l'attention. Je veux dire, rien que la semaine dernière, on parlait d'envahir le Venezuela, d'envahir le Groenland. Il pourrait donc toujours déplacer le projecteur vers, je ne sais pas, l'annexion du Canada, ou ce qu'il y a de nouveau au menu, ou la destruction de Cuba.
Donc, oui, mais c'est triste si la paix mondiale dépend désormais des talents de baratineur du président Trump. Quoi qu'il en soit, je sais que vous devez avoir beaucoup à faire en ce moment. Merci d'avoir pris le temps et prenez soin de vous. C'est toujours un honneur, Glenn. It's always an honor, Glenn. Grizzy Saguthet.